Was it a nod to his late wife? Many seem to think so. Keep watching to find the connection between Shakespeare and Princess Diana. Tout n'a pas commencé par un communiqué de presse. Il n'a pas été délivré par un porte-parole royal ni annoncé par des trompettes à Buckingham Palace. Tout a commencé, comme tous les grands bouleversements de l'histoire royale, par un événement mineur presque ignoré. Une assistante archivistique junior, chargée de numériser des décennies de documents oubliés aux archives royales, est tombée sur une simple enveloppe en papier craft mal rangée au milieu d'une correspondance royale terne du milieu des années 1990. Il n'y avait ni timbre rouge, ni avertissement confidentiel. Mais ce qui l'a arrêté net, c'est le sceau. Non pas l'emblème officiel de la couronne, mais l'emblème personnel de Diana. Un emblème réservé à la correspondance privée, jamais destiné à être vu par le palais. L'assistante hésita. Sa formation lui dictait de signaler toute anomalie, mais là, c'était différent. Le papier était usé, l'encre pâlissait, mais l'écriture était indéniablement de l'élégante écriture penchée de Diana. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre d'une page mi-médicale, mi-poétique. Elle parlait de cryoconservation de viabilité embryonnaire et d'une clinique américaine anonyme. La signature était la sienne, les mots étaient obsédants. C'est mon cadeau pour eux et pour celles qui pourraient un jour se retrouver perdues entre deux mondes. Choquée et incertaine de ce qu'elle tenait, l'employé fit passer la situation à la vitesse supérieure. Pas d'alerte, pas de courriel, juste l'enveloppe passée de main en main jusqu'à ce qu'elle parvienne au Lord Chamberlain. Ce qui suivit ne fut ni indignation ni scandale, mais une retenue clinique et stupéfaite. Une analyse ADN fut discrètement ordonnée, camouflée sous un pseudonyme par un service de messagerie indépendant du palais. Une mèche de cheveux de Diana, prélevée des années auparavant sur sa brosse archivée, fut extraite et comparée à un échantillon soumis à l'extérieur de l'enceinte royale. Le résultat, une correspondance. Une fille. La fille de Diana. La révélation fut sismique. Il n'y avait pas de flash, mais à l'intérieur du palais, les murs tremblaient métaphoriquement. Comment était-ce possible ? Une fille désormais adulte née non pas d'une liaison ou d'un scandale, mais d'une FIV que Diana avait discrètement pratiquée en 1990, moins d'un an avant sa mort tragique. Le spécialiste de la fertilité était resté silencieux pendant des décennies. Personne n'avait examiné la situation de près jusqu'à maintenant. Ce n'était pas un article de presse à scandale, c'était réel, vérifié, protégé, dangereux. À ce moment-là, le roi Charles n'était pas informé. Pas encore, les implications étaient trop importantes. Des experts en droit constitutionnel furent discrètement consultés. Les lois sur l'héritage, les lignes de succession et les seuils légaux furent examinés à huis clos. Une fille biologique non reconnue et née hors mariage pouvait-elle prétendre à la royauté? Et si elle n'en voulait pas? Et si elle voulait simplement la vérité? Mais l'histoire dépassait largement la succession. Il s'agissait d'amour de peur et de l'acte désespéré d'une mère pour se préserver du contrôle de l'institution qui l'avait consumée. De sa propre main, Diana avait exprimé sa terreur, non seulement de mourir jeune, mais aussi d'être effacée. Elle craignait que sa voix ne soit aseptisée et réduite à l'oubli, que sa véritable personnalité, son chagrin, sa fougue, son instinct protecteur, ne soient reconditionnés par la monarchie pour la postérité. Alors elle a fait un choix. Lors d'une visite discrète à New York, lors de ce que la presse a alors décrit comme une consultation bien-être, elle s'est rendue dans une discrète clinique de fertilité recommandée par une amie de son réseau humanitaire. À partir de son propre matériel biologique, elle a obtenu la création d'embryons. Non pas pour une utilisation immédiate, mais comme elle l'a décrit, au cas où le monde oublierait qui j'étais. Son langage n'était ni scientifique ni sentimental. Il était féroce. Protecteur, elle ne pensait pas aux gros titres, mais à l'héritage. Une assurance biologique contre l'effacement institutionnel. Et des décennies plus tard, cette assurance a été révélée. Dans une seconde enveloppe retrouvée peu après, Diana avait de nouveau écrit. Cette fois non pas en termes cliniques, mais sur un ton empreint de résignation et de résilience. Si jamais elle naît, je prie pour qu'elle trouve la vérité avant le devoir, et qu'elle ne soit jamais accablée par une couronne qu'elle n'a pas demandée. Le lord chambellan, bouleversé, autorisa la perquisition. Non pas pour enquêter sur un scandale, mais sur des faits. Et il s'avéra que ces faits avaient un nom, Amelia Hartwell. Elle n'était pas de la royauté. Elle ne vivait ni dans le secret, ni dans le luxe. C'était une infirmière pédiatrique de 20 ans, vivant dans un modeste appartement à la périphérie du Sussex. Son nom n'avait jamais été mentionné dans la presse. Elle n'avait aucune sécurité, aucun soupçon, juste une vie bâtie sur l'anonymat et la gentillesse. Elle était bénévole dans un hospice, donnait des cours particuliers à des enfants défavorisés et collectionnait des poèmes anciens. Elle était Diana renaissante non seulement par son apparence, mais aussi par sa compassion. Son nom apparut pour la première fois lors d'une vérification d'antécédents liée à une petite fondation médicale que Diana avait discrètement financée à la fin des années 1990. Amelia figurait parmi les bénéficiaires. Ce fut le premier signal d'alarme, puis vinrent les lacunes dans son dossier de naissance à l'hôpital, puis la reconnaissance faciale, puis le test ADN. Amelia Hartwell est née de Diana, incontestablement, discrètement, délibérément.
La famille royale ne s'est pas précipitée pour réagir. Charles n'a pas été prévenu immédiatement. Mais une fois informé, il a été brisé. La photo placée devant lui, une femme au visage doux avec les yeux de Diana, sa posture, sa sérénité, l'a coupé le souffle. Non pas de peur, de chagrin. Elle a les yeux de Diana, murmura-t-il. Pour la monarchie, cette révélation posait des questions existentielles. Non pas parce qu'elle remettait en cause la succession, Amélie n'avait aucun droit légal, mais parce qu'elle ravivait le fantôme le plus puissant de l'ère royale moderne Diana. La couronne avait désormais le choix enterrer ce secret une fois de plus ou l'affronter avec humanité et humilité. Ils choisirent la seconde option, non pas par noblesse, par nécessité. Car cette fois l'histoire ne resterait pas secrète, pas à l'ère des rumeurs numériques et des preuves instantanées. Amélia était réelle, Diana l'avait planifiée, et maintenant l'histoire exigeait d'être réécrite. Elle n'était pas née dans un palais ni élevée dans l'ombre du protocole de la cour. Au contraire, elle avait vécu 20 ans sans prétention dans le Sussex, fréquentant une école publique, obtenant des notes modestes et suivant une formation d'infirmière puéricultrice. Sa vie était rythmée par des quarts de nuit, des activités associatives locales et des promenades tranquilles à la campagne. Elle buvait du thé au miel, elle lisait Sylvia Plath. Elle publiait rarement sur les réseaux sociaux. Elle était ordinaire, et puis soudain elle ne l'était plus. Le test ADN a confirmé ce que personne au palais de Buckingham n'était prêt à admettre, Amelia était biologiquement la fille de la princesse Diana. Sa naissance protégée par des documents scellés et la confidentialité des données avaient été orchestrées dans le cadre d'un projet de FIV privé auquel Diana avait souscrit un an seulement avant sa mort. Ce n'était pas un scandale, mais un acte de préservation. Et aujourd'hui, des décennies plus tard, ce projet dévoilait tout ce que la monarchie pensait avoir contenu. La femme au centre de tout cela n'en avait aucune idée. Amelia n'a pas grandi dans la suspicion d'une lignée royale. Elle a été élevée par une mère célibataire d'âge mûr, elle-même ancienne infirmière qui parlait rarement de ses jeunes années. Il n'y avait pas d'album de naissance, pas d'histoire de la petite enfance, pas de mention d'un père. Mais Amelia n'a pas insisté. Elle a accepté les silences de son éducation avec grâce sans jamais imaginer que la vérité concernait la femme la plus célèbre du XXe siècle. La réaction en chaîne a commencé discrètement. Une vérification de routine des antécédents du Diana Medical Trust, un fonds humanitaire créé discrètement à la fin des années 1990, a révélé un nom isolé à Amelia Hartwell, inscrite comme bénéficiaire à vie. Son nom n'avait jamais été associé à aucune autre liste de bénéficiaires et pourtant les documents comportaient les codes de signature discrets de Diana. Ce détail a attiré l'attention. Puis sont apparues les incohérences dans les dossiers hospitaliers. Puis un ancien assistant royal a donné des informations qui avaient vu la photo d'Amelia en ligne grâce à un article de presse locale sur une collecte de fonds pour enfants. La ressemblance avec Diana n'était pas fortuite. Elle était glaçante. En quelques semaines, les responsables du palais ont organisé une enquête secrète menée non pas par des attachés de presse, mais par des archivistes, des spécialistes de la médecine légale et des conseillers juridiques. Une mèche de cheveux d'Amelia prélevée grâce à un échantillon médical soumis à des recherches indépendantes a été comparée à l'ADN conservé dans les effets personnels de Diana, le match plus de 99,9%. Le test était incontestable. Mais la question demeure, et maintenant, au palais de Buckingham, ces découvertes déclenchèrent une crise pour laquelle aucune équipe de communication n'avait de modèle. Il ne s'agissait pas seulement d'une question constitutionnelle, c'était un exercice moral. Diana avait planifié cela en secret. Non pas pour introduire un nouvel héritier, mais pour s'assurer qu'une part d'elle-même puisse vivre librement à l'abri de la machine qui l'avait si profondément blessée. Amelia n'était pas un instrument politique. Elle n'était pas une erreur. Elle était le dernier acte de défiance et de compassion de Diana. Le palais avait donc le choix d'étouffer l'information, réduire Amelia au silence et risquer une nouvelle implosion à l'image de Diane à l'ère numérique. Ou accepter la vérité aussi inconfortable soit-elle et permettre la guérison là où il n'y avait auparavant que perte. La décision d'en parler au roi Charles fut prise à contre-cœur. Le dossier lui fut remis dans le salon privé de la reine sous le même lustre où il avait dansé avec Diana. Cette pièce symbole de splendeur passée et de regrets obsédants était le décor idéal pour la tempête qui s'ensuivit. Charles resta silencieux au début, il fixa simplement la photo d'Amelia, ses yeux, les yeux de Diana, son demi-sourire doux et légèrement de travers, la pente de son nez, la forme de sa clavicule. Elle ressemblait à la version de Diana dont il était tombé amoureux avant que le protocole et la pression ne gâchent tout. Il murmura « Elle a les yeux de Diana », puis se détourna la main pressée contre la fenêtre protégeant ses larmes des quelques membres du personnel qui osèrent rester dans la pièce. Ce n'était pas seulement la révélation d'une fille cachée, c'était la confrontation avec une vie de culpabilité enfouie. Charles était désormais roi, mais à ce moment-là, il n'était qu'un homme qui venait de découvrir une fille qu'il n'avait jamais connue née d'une femme qu'il avait aimée perdue et jamais pleinement comprise. Tandis qu'il pleurait en privé, la monarchie se mit en mode confinement. La nouvelle n'était pas encore parvenue à la presse, mais le délai se réduisait. Les fuites étaient inévitables.
déjà les communications internes montraient une intensification des échanges parmi les jeunes collaborateurs. Un messager royal avait été repéré dans un hôpital du Sussex. Un détective privé avait confirmé la participation d'Amelia à une bourse de médecine financée par Diana. Les fils se dénouaient. Le palais avait deux objectifs, protéger Amelia et contrôler le récit. Mais Amelia n'était pas quelqu'un de facile à contrôler. Après avoir reçu un message énigmatique par un intermédiaire, une invitation à parler en toute confidentialité avec un représentant de la couronne, elle déclina, à 2 reprises. Sa raison, elle ne voulait ni argent ni célébrité. Elle voulait des réponses. Pourquoi personne ne le lui avait dit? C'était une question à laquelle le palais ne pouvait répondre. Pas complètement. Car en vérité, eux non plus ne le savaient pas. Diana avait caché ce secret à tout le monde. Il n'existait aucune trace écrite reliant Amelia à une quelconque annonce publique. Rien n'indiquait qu'elle avait eu l'intention de rendre cette information publique de son vivant. Ainsi même, Charles avait été laissé dans l'ignorance. Lorsque William et Harry furent informés, l'atmosphère au palais de Kensington était passée de l'incrédulité à la paralysie émotionnelle. Les 2 fils, désormais divisés par la géographie et l'idéologie, furent contraints de partager une réalité à laquelle aucun des 2 ne s'était préparé une sœur. Pour William, ce fut un séisme constitutionnel. Pour Harry, ce fut un séisme personnel. Il la rencontrerait séparément. Mais avant que cela n'arrive, le monde d'Amelia imploserait. Une fuite probablement involontaire a atteint un forum de conspiration royale marginale. Une photo floue de la lettre manuscrite de Diana est apparue à côté d'une image recadrée d'Amelia prise lors d'un événement dans un hospice. La ressemblance a suscité des spéculations, puis une tempête médiatique. Les tabloïds se sont rués sur la question. La fille secrète de Diana hurlait le Daily Mail. « Royal Blood réécrit », a crié le soleil. En 24 heures, Amelia est passée du statut d'infirmière inconnue au nom le plus recherché au Royaume-Uni. Et elle n'avait toujours pas été officiellement contactée par la couronne. Les paparazzis envahissaient sa rue. Les journalistes s'étaient précipités chez ses voisins. Les familles de ses patients étaient interpellées pour obtenir des témoignages. Elle ne pouvait quitter son domicile sans être suivie. Le silence du palais censé la protéger était devenu un piège. Finalement, l'invitation est arrivée, ni d'un attaché de presse, ni d'un avocat. Du roi Charles lui-même, une note manuscrite livrée par courrier royal scellée du blason du souverain. « Tu mérites la vérité », pouvait-on y lire. « S'il te plaît, viens !» Et à ce moment-là, le récit est passé de la conspiration à la confrontation. Amelia n'était pas une simple note de bas de page. Elle marquait le début d'un nouveau chapitre. Et la monarchie, avec toute son histoire et son pouvoir, allait rencontrer l'histoire qu'elle s'efforçait tant d'oublier. La nouvelle est parvenue au prince William et au prince Harry, non pas lors de conférences de presse coordonnées ou de réunions de palais orchestrées, mais dans le silence transmise par enveloppes scellées et de mains tremblantes. Pour 2 hommes qui avaient passé leur vie d'adulte à tenter de gérer, de reconquérir et de préserver la mémoire de leur mère, rien n'aurait pu les préparer à cela. Diana avait un autre enfant, une sœur, et elle était réelle. Guillaume fut le premier à arriver à Windsor après un rappel brutal d'une tournée diplomatique à l'étranger. Il entra au palais non pas par l'arche officielle, mais par un couloir latéral utilisé uniquement en cas de discrétion. Le dossier qu'il tenait à la main ne portait aucun insigne royal, juste les initiales DS et une photographie accrochée au devant. Sa réaction fut immédiate mais maîtrisée. Il lut la lettre une fois, puis une deuxième fois, puis il resta immobile, le poids des générations pesant sur sa colonne vertébrale. Il resta silencieux pendant plusieurs minutes, et lorsqu'il le fit, sa voix était monocorde. « Depuis combien de temps le savez-vous » demanda-t-il à Charles. « Depuis 3 jours, répondit le roi. La colère de William n'explosa pas, elle couva. C'était un homme élevé dans la retenue, formé à la diplomatie. Mais cette nouvelle brisa le cadre qu'il avait passé sa vie à maintenir. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» Son père, les yeux lourds de nuit blanche, ne put que répondre « Je ne savais pas comment faire ». Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, le prince Harry recevait le même dossier. Sa réaction fut différente. Là où William restait calme, Harry s'effondrait. Des témoins le décrivaient pâle et tremblant, arpentant son bureau de Montecito comme un homme aspiré par un passé qu'il croyait avoir enterré. Elle disait toujours qu'il ne la laisserait jamais rien garder pour elle, aurait-il murmuré. Même ça. Ce qui suivit fut inattendu, une connexion. Pour la première fois depuis des années, William et Harry recommencèrent à échanger des messages. Pas d'assistant, pas de protocole, juste des frères essayant de comprendre un secret que leur mère avait porté seule. La décision de Diana de préserver une part d'elle-même loin des projecteurs royaux, loin des manipulations et du devoir eut une résonance différente pour chacun d'eux. Pour William, c'était un défi pour le système qu'il dirigerait un jour. Pour Harry, c'était la confirmation de toutes ses craintes. Mais tous deux étaient en accord sur une chose: Amelia avait besoin de connaître la vérité de leur part et non de celle des tabloïds. Tandis que les avocats royaux débattaient de stratégie et que les hauts courtisans se disputèrent les échéances, Guillaume passa à l'action. Il écrivit directement à Amélie. Le mot était simple: nous partageons un lien qu'aucun de nous n'a souhaité mais que nous méritons tous deux de comprendre. La signature n'était pas
Prince William, mais simplement William. Elle l'a lu 3 fois avant de répondre. 2 jours plus tard, elle pénétrait dans le palais de Buckingham non pas par les grilles principales, mais par l'entrée privée autrefois utilisée par Diana elle-même. Pas de tapis rouge, pas de flash, juste un couloir bordé de portraits et de silence. William la rencontra pour la première fois. La pièce était modeste, le cadre intime. Pas d'assistant, pas de caméra, juste un frère et une sœur qui ne s'étaient jamais rencontrés. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux. Il l'observa. La forme de son visage, le calme de sa posture, la trace indéniable de l'énergie de sa mère en sa présence. « On dirait maman » aurait-il murmuré lorsqu'elle s'est détournée une seconde. Amelia n'a pas pleuré. « Teyan vodka tesan kito » Ils rirent, ils se disputèrent, et ils se souvinrent. Diana les avait élevés pour être des protecteurs, et maintenant, avec Amelia, ils avaient une nouvelle raison de se rappeler ce que cela signifiait. Mais les implications se profilaient. Amelia pourrait-elle être protégée sans être consumée ? Voudrait-elle quelque chose de l'institution royale qui avait brisé sa mère? Et surtout, que ferait le monde de cette vérité? Le palais s'était préparé à tous les scénarios. Des plans juridiques avaient été élaborés, des stratégies médiatiques avaient été répétées. Mais rien de tout cela n'avait eu d'importance lorsque 3 jours plus tard, une image granuleuse de la note manuscrite de Diana apparut sur un forum internet marginal. La photo était floue, mais l'écriture était claire, on pouvait y lire si elle est née qu'elle soit libre. La presse n'a pas attendu. En quelques heures, les gros titres criaient « La fille cachée de Diana découverte ». Bombe royale, Amelia est-elle la Windsor perdue? Les tabloïds se sont installés devant la maison d'Amelia. La BBC a diffusé une émission spéciale en prime time. Piers Morgan a réclamé une enquête parlementaire. Les réseaux sociaux ont explosé. Des hashtags comme « You're Diana's daughter » et « Not the third child » ont été tendance pendant 3 jours consécutifs. Amelia a été propulsée dans une tempête qu'elle n'avait jamais demandée. William et Harry, désormais pleinement alignés, ont publié une rare déclaration commune. Nous demandons de l'espace et de la dignité pendant que nous naviguons dans cette affaire familiale privée, désormais rendue publique par des circonstances indépendantes de notre volonté. Mais le mal était fait. La monarchie n'était pas seulement à la croisée des chemins, elle était en feu. Pour Charles, le jugement n'était plus personnel, il était public. Son passé, sa culpabilité, son silence, tout pesait désormais sur lui. Sa réaction ne définirait pas seulement son règne, mais aussi son humanité. Et pour Amelia, désormais prise entre la vérité et la tradition, le voyage ne faisait que commencer. Pendant 20 ans, Amelia Hartwell avait vécu dans une obscurité béate. Elle était infirmière, lectrice-fille. Elle n'était ni un symbole, ni un titre, et encore moins une membre de la famille royale. Mais dès que son visage fit la une des journaux, hanté par la ressemblance traquée par l'héritage, son identité ne lui appartint plus. Le tourbillon des tabloïds n'a pas déferlé par vagues, mais d'un seul coup explosif. Lorsque la lettre manuscrite de Diana a fuité en ligne, il était déjà trop tard. Les paparazzi ont encerclé son petit appartement du Sussex. Amis professeurs et même son professeur de piano d'enfance ont été harcelés pour obtenir des citations. Tous les comptes de réseaux sociaux qu'elle avait suivis ont été déterrés et décortiqués. BBC, ITV Channel, 4 même 60 minutes, Australie, il a analysé sa posture, son rire, son sourire, cherchant désespérément à capturer la moindre trace de Diana en elle, mais Amelia ne jouait pas. Elle n'était pas formée à l'optique. Elle ne posait pas, elle reculait. Mais plus elle s'éloignait, plus le monde s'approchait d'elle. En 72 heures, plus de 500 articles ont été écrits à son sujet. Le Télégraphe l'a appelé « l'héritage vivant de Diana ». Le Daily Mail référait à elle avec plus de scepticisme le pari génétique de la couronne. Les réseaux sociaux ont déferlé sur les opinions. Certains l'ont salué comme un symbole légitime de continuité, d'autres l'ont accusé de rechercher la célébrité malgré son silence absolu. Le palais, observant la spirale narrative, savait qu'il devait agir. C'est ainsi que l'invitation arriva. Non pas par l'intermédiaire d'un bureau de presse, mais par écrit. Le roi Charles lui-même avait rédigé la note. « Tu mérites la vérité », il a dit. « S'il vous plaît, venez ». Mais avant cela, William avait déjà franchi le pas qui allait tout changer. Leur rencontre privée au palais de Buckingham à l'abri des caméras était censée être discrète. Mais la presse, comme toujours, a senti du mouvement. Une photo prise au téléobjectif d'Amelia sortant d'un Range Rover royal dans la cour privée de Kensington a fuité quelques heures plus tard. Bien que floue, la photo était sans équivoque. L'attente du public a donc grimpé en flèche. Que dirait-elle? Revendiquerait-elle sa place? Disparaîtrait-elle sous la protection royale? Mais Amelia fit quelque chose que la monarchie n'avait pas prévu. Elle refusa d'être relocalisée. Elle refusa les mesures de sécurité. Elle refusa même le conseiller média du palais. Sa seule requête, laissez-moi leur parler en personne. Ainsi, sous les rideaux de velours d'un salon privé, autrefois réservé aux dignitaires étrangers, de la reine Elisabeth Amelia se tenait face à face avec le roi Charles. Elle n'a pas fait la révérence, non pas par manque de respect, mais parce que ce n'était pas un tribunal, c'était une famille. Charles était visiblement bouleversé. La souveraine sereine et cérémonieuse avait disparu. Devant elle se tenait un homme vieilli non par les années, mais par le regret. Il l'observait non pas comme un roi,
mais comme un père repensant à une vie qu'il avait manquée. Elle rompit le silence. « Pourquoi personne ne me l'a dit ?» Il peinait à répondre. « Parce que je ne savais pas. » Elle hocha la tête, non pas par pardon, mais simplement par compréhension. Cette seule phrase contenait la tragédie de plusieurs décennies. Ce qui a suivi n'était pas une négociation. Ce n'était ni un couronnement, ni une confession. C'était une conversation. Charles, la voix éraillée par le poids des souvenirs, expliqua ce qu'il venait de découvrir. Les archives scellées, la lettre de Diana, le mariage raté, la culpabilité. « Elle t'a protégé, dit-il, même de moi. » Amelia ne pleura pas. Elle écoutait, intensément. Comme une infirmière qui écoute un patient en phase terminale expliquer ses symptômes non pas avec science, mais avec tristesse. Puis calmement, elle répondit « Je n'ai jamais rien voulu d'autre que la vérité. » En dehors du palais, la vérité devenait de plus en plus difficile à retenir. Des voix pro-monarchie sur des plateformes comme GB News ont commencé à présenter Amelia comme une menace constitutionnelle. Pourrait-elle être utilisée par les républicains pour déstabiliser la couronne? Des acteurs marginaux prétendraient-ils qu'elle avait droit à la succession? Le Parlement serait-il contraint de clarifier le droit de lignée? Au Parlement, des discussions discrètes s'engagent. Non pas pour inclure Amelia dans une fonction officielle, mais pour éviter le chaos. Les juristes débattent de la question de savoir si l'ADN seul peut soulever des litiges successoraux. Mais les spécialistes s'accordent, Amelia n'a aucun droit légal, seulement le sang. Et cela, paradoxalement, la rendait plus puissante. Elle n'était pas soumise au devoir. Elle était à l'abri des préceptes du palais insensible à l'étiquette royale. Elle était simplement la fille de Diana. Et c'est dans cette simplicité que réside la contradiction la plus fragile de la couronne. Car pendant des années, la famille royale avait enveloppé ses blessures dans un protocole. Mais là se tenait une femme qui incarnait la vérité même qu'elle avait enfouie, vivante, douce et d'une humanité désarmante. Même la presse a commencé à changer de ton. Le TIMSA publiait un éditorial d'une page entière intitulé « Laissez-la être », exhortant la monarchie à s'abstenir de transformer Amelia en un outil politique ou un emblème culturel. Le gardien, ce que Diana craignait le plus, c'était l'effacement. Avec Amelia, la nation voit désormais la résurrection. Dans les semaines qui ont suivi, la vie d'Amelia a été complètement transformée. On lui a proposé 7 interviews télévisées importantes, mais toutes ont été refusées. Des éditeurs ont envoyé des agents à son domicile. Netflix se serait renseigné sur les droits cinématographiques. Elle les a tous refusés. Au lieu de cela, elle est retournée travailler à l'unité pédiatrique, au moins pour un dernier quart de travail. L'hôpital, incapable de gérer la tension, lui a gentiment demandé de s'absenter indéfiniment. Elle a accepté, mais pas avant d'avoir terminé sa tournée de nuit. Elle a lu des histoires aux enfants du service de cancérologie une dernière fois. La vidéo a été filmée. Une collègue infirmière a enregistré sa lecture. « Bonne nuit Lunéa », un garçon de 4 ans qui avait perdu ses cheveux à cause de la chimiothérapie. Le clip est devenu viral, car il n'y avait ni trône ni couronne, juste de la compassion. Et à cet instant, les millions de personnes qui avaient autrefois suivi le conte de fées de Diana ont vu quelque chose de plus grand, la femme qu'elle aurait pu devenir si elle avait eu la paix. Amelia n'était pas la remplaçante de Diana, elle était son souvenir. Et tandis que la monarchie tentait de contenir son discours, le monde avait déjà choisi son titre. Pas princesse retrouvée, pas secret révélé, mais simplement, elle est la fille de sa mère. Le moment le plus délicat de l'histoire royale moderne ne s'est pas déroulé sous un lustre, ni devant une estrade, mais dans le coin tranquille d'une salle du palais où le roi Charles et Amelia Hartwell étaient assis l'un en face de l'autre sans caméra, sans conseiller et sans texte. Malgré toute la majesté qui caractérisait son règne, ce fut un moment réduit à son essence même, un homme confronté à l'impossible vérité d'une fille qu'il n'a jamais connue, née d'un amour perdu et d'un héritage longtemps enfoui. Charles ne savait pas quoi dire. Ces mots n'étaient pas des proclamations, mais des respirations entre 2 souvenirs. « Je l'ai trahi », dit-il finalement. « Et ce faisant, je vous ai trahi. » Sa voix se brisa à la 2e phrase, non pas par effet théâtral, mais sous le poids insupportable de savoir que Diana avait pris la décision la plus importante de sa vie, seule. Amelia ne lui prit pas la main. Elle ne pleura pas. Elle écouta simplement, son immobilité plus puissante que n'importe quel décret royal. Ils parlèrent de moins d'1 heure. Mais ce qui se passa entre eux résonna plus profondément que des décennies de faste. Charles, visiblement vieilli, était assis pensif, la tête baissée sous le portrait de la reine Victoria, tandis qu'Amelia pliait discrètement la lettre que Diana avait écrite. Elle était à elle désormais, et Charles n'y objecta pas. De l'autre côté du couloir, William attendait. Sa rencontre avec Amelia avait été émouvante mais sereine. Il lui avait témoigné une compassion discrète, lui offrant une place, non pas dans les cérémonies royales, mais dans son histoire personnelle. « Tu seras toujours ma sœur », avait-il dit, « c'est ce qui compte le plus. » Harry, comme toujours, était fougueux. Son étreinte fut immédiate, protectrice. « Tu ne leur dois rien, lui dit-il, mais ils te doivent tout. » Pendant un bref instant, les 3 se tenèrent dans la même pièce. William, Harry, Amelia, pas de presse, pas de personnel, juste des frères et sœurs séparés par l'âge et réunis par le sang. Pas de photos officielles, pas de proclamation. Mais des conseillers du palais ont murmuré plus tard «
J'avais l'impression que Diana était de retour, mais pas comme on l'attendait. Pendant ce temps, le monde extérieur était en feu. Alors que la frénésie médiatique s'intensifiait, de nouvelles lignes de bataille se dessinèrent. Les monarchistes craignaient que la présence d'Amelia ne ravive le sentiment républicain. Les commentateurs de GB News exigeaient une déclaration officielle attestant qu'elle n'avait aucun droit de succession. D'autres, comme l'Indépendant et le Gardien, a défendu sa dignité, la qualifiant de figure de authenticité post-royale. Une femme libre de tout fardeau mais pleine de sens. Au Parlement, des questions ont été soulevées quant aux implications potentielles de l'héritage. Un député conservateur a même suggéré de réexaminer la succession de Diana. Les experts juridiques étaient en désaccord, Amelia n'avait aucun droit de vote à moins d'être nommée dans un testament. Mais le symbolisme était incontournable. Outre-Atlantique, les chaînes américaines ont consacré des reportages entiers à son émergence. Christiane Amanpour de CNN l'a qualifié de « le baume inattendu dont la Grande-Bretagne ne savait pas qu'elle avait besoin ». Oprah aurait tendu la main tout comme Michelle Obama. Pourtant, Amelia resta silencieuse. Elle n'a fait aucune déclaration, elle a refusé toute interview. Elle a décliné toute assistance juridique. Sa seule communication a été une note manuscrite transmise au secrétaire particulier du palais. « Je n'ai rien demandé, mais je ne fuirai pas. Tout ce que je veux, c'est la paix et la vérité. » Et puis vint la deuxième rencontre avec Charles. La cérémonie eut lieu à Balmoral. Cette fois, il ne s'agissait pas de confession mais d'héritage. Charles, accompagné d'un seul assistant et d'un conseiller constitutionnel, offrit à Amelia quelque chose qu'elle n'attendait pas, une reconnaissance, pas au sens juridique du terme. Pas en tant que princesse Amelia, mais en famille. « Je ne peux pas vous donner de titre, dit-il, mais je peux vous donner mon nom. » Le geste était symbolique. Une lettre de reconnaissance privée fut signée, accordant à Amelia le droit d'être mentionnée dans les documents du palais comme « relation privée du souverain ». Non exécutoire en droit, mais significatif pour l'âme. Amelia, bien que touchée, hésitait. Elle ne voulait pas être inscrite dans la monarchie. Elle voulait rester elle-même. Elle accepta néanmoins la lettre, non pas pour la signature, mais pour les excuses qui l'accompagnaient. Pour Charles, c'était peut-être la chose la plus honnête qu'il ait faite en tant que roi. Mais le monde en voulait plus. Des articles d'opinion exigeaient que le palais prenne de nouvelles mesures. Devait-elle bénéficier d'une sécurité accrue? Devait-elle s'impliquer dans des œuvres caritatives royales? Son visage devait-il apparaître sur des portraits officiels? Le palais a tout refusé. Et pourtant, l'impact d'Amelia s'est approfondi. Discrètement, presque inaperçue, elle s'est engagée bénévolement auprès d'un ancien organisme de soutien de Diana, le National AIDS Trust. Aucune presse n'y a été invitée. Mais des photos ont tout de même fuité. On l'a vu aider à organiser des colis de soins assise auprès de patients séropositifs main dans la main, comme le faisait autrefois sa mère. Le public a réagi avec une sorte de révérence rarement réservée à quiconque, sauf à Catherine ou à Diana elle-même. Et dans les coulisses, Charles a fait quelque chose d'inattendu. Lors de la prochaine commémoration annuelle, en l'honneur de la princesse Diana, pour la première fois, 3 couronnes ont été déposées, une par William, une par Harry et une par une personne anonyme portant simplement la mention suivante, car l'avenir, elle craignait qu'il ne l'oublie. Tout le monde savait de qui il s'agissait. Ainsi, la monarchie, bien que inchangée sur le papier, avait évolué dans l'esprit. La couronne repose toujours sur la tête de Charles. Guillaume demeure l'héritier. Mais quelque chose dans l'institution s'est adouci, non pas par la politique, mais par la présence. Car dans Amelia, la famille royale a été forcée de se souvenir non pas de qui elle est, mais de qui elle a oublié. Et peut-être que dans ce souvenir se cache une chance de ressentir quelque chose qu'ils n'ont pas ressenti depuis des années, la guérison. Cela ne s'est pas terminé par une abdication ou une déclaration, mais par la reconnaissance que l'histoire avait changé, et que personne ne pouvait l'effacer. En quelques semaines, l'existence d'Amelia Hartwell était passée du secret chuchoté à la question royale. Pourtant, ce qui stupéfia la nation, plus que la révélation elle-même, fut son refus de l'exploiter. Elle déclina toutes les offres d'interview, refusa toute protection royale et répéta sans cesse une vérité simple « Je n'ai pas demandé la couronne, je voulais juste savoir d'où je venais ». Sa retenue lui a valu l'admiration du public. Un sondage mené par YouGov a révélé que près de 75% des Britanniques la considéraient désormais favorablement. Même parmi les monarchistes, sa dignité, sa force tranquille et son respect pour l'héritage de sa mère ont trouvé un écho. Et dans cet espace entre héritage et retenue, Amelia a redéfini ce que pouvait signifier la royauté sans jamais prétendre être royale. Mais à l'intérieur de la monarchie, les secousses ne faisaient que commencer. Le roi Charles, bien que loué pour son ouverture d'esprit, fut critiqué par ses conseillers de haut rang et les traditionalistes. Certains membres du conseil privé craignaient que la présence d'Amelia n'inspire de futures revendications ou n'enhardisse les mouvements républicains. Quelques lords de haut rang pressèrent en privé le palais de clarifier la Constitution sur les lignes de succession, même si Amélie elle-même n'avait jamais formulé une telle demande. Le roi a refusé. « Ce n'est pas une question de droit », aurait-il déclaré à ses collaborateurs, « c'est une question d'amour, et nous avons déjà suffisamment échoué sur ce point. » Ainsi, aucun décret n'a été publié.
Aucune cérémonie publique n'a eu lieu. Mais en privé, un changement s'est fait sentir. Amelia était désormais invitée à des événements familiaux, non pas officiels, mais personnels. Pique-nique dans le jardin de Balmoral, petit dîner avec William et Catherine. Une visite à Frogmore où Harry lui présenta Archie et Lilibet. Des moments de calme jamais photographiés, mais qui changeaient tout. Dans un geste hautement symbolique, Catherine offrit à Amelia une broche ayant appartenu à Diana. « Elle aurait voulu que tu l'aies », dit-elle d'une voix douce mais ferme. Amelia l'accepta d'un hochement de tête silencieux. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Personne d'autre n'avait besoin d'y être. Pendant ce temps, William et Harry ont commencé à renouer leur relation. Timidement mais sincèrement. Leur lien commun avec Amelia a rouvert des canaux de confiance longtemps fermés depuis l'interview d'Oprah et le départ des Sussex. Les observateurs de la famille royale ont noté des changements subtils, le ton plus chaleureux de William lorsqu'il parle de son frère, les réponses plus modérées de Harry en interview. Ce n'était pas une réconciliation, mais une reconnaissance. Et c'était suffisant pour l'instant. À l'extérieur du palais, la fascination du public restait vive, mais plus curieuse qu'affamée. Amelia n'était plus un mystère, elle était un miroir reflétant non pas le scandale, mais quelque chose de plus profond, le prix du silence. Et le pouvoir de la vérité. L'impact culturel fut immédiat. Une dramatisation des dernières années de Diana par la BBC fut autorisée cette fois avec l'accès aux lettres découvertes dans les archives par des historiens consultants. Un podcast intitulé « Le troisième enfant ». Il a dominé les classements en Europe et en Amérique du Nord. En quelques semaines, les librairies ont commencé à préparer discrètement la publication des mémoires d'Amelia, même si elle affirmait qu'aucun projet de ce genre n'existait. Mais surtout, l'héritage de Diana a été réinterprété. Autrefois perçu comme une tragédie, il a été perçu sous un angle différent, celui de la capacité d'agir, de la prévoyance et de l'extraordinaire protection maternelle. Et pour Amelia, elle s'installa à la campagne. Acheta un cottage près de Bath, adopta un chien, retourna à l'université pour poursuivre ses études de médecine et commença discrètement à travailler sur un projet de soins palliatifs pour enfants, un projet dont Diana avait rêvé mais qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de lancer. Elle n'a pas disparu, elle a simplement décliné les projecteurs. Et ce faisant, elle est devenue ce que Diana avait toujours espéré laisser derrière elle, une fille épargnée par le protocole mais pleine de sens. À la fin de l'année, lors du discours de Noël du roi Charles, ne fit aucune mention directe d'Amelia. Mais il marqua une pause, à mi-chemin la voix plus douce, et dit « Cette année, nous avons appris que l'héritage ne se trouve pas seulement dans les titres ou les institutions, mais dans ceux qui portent l'amour en avant tranquillement et courageusement. » La caméra balaya lentement le grand hall. À l'arrière-plan, derrière des cadres dorés et des rideaux de velours, une seule photo était posée sur une table basse. On y voyait Diana souriante. À côté d'elle, une photographie récente, inédite, d'Amelia faisant la lecture à un enfant dans un lit d'hôpital. Pas de légende, pas d'explication, juste un message compris de tous. Parce que parfois, l'acte le plus royal, c'est simplement de se